Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un sujet complexe et souvent douloureux, qui touche bien plus de vies qu'on ne l'imagine, le narcissisme. Loin des clichés de la simple vanité ou de l'amour de soi, nous allons explorer les mécanismes psychologiques profonds qui définissent une personnalité narcissique et surtout, l'impact dévastateur qu'elle peut avoir sur son entourage. Ce qui déroute le plus souvent les gens à propos des personnalités narcissiques, c'est qu'ils s'attendent à un manque d'empathie totale, presque psychopathique. Ils imaginent une personne froide, distante, incapable de la moindre émotion. Mais la réalité est bien plus subtile et dangereuse. Une personne narcissique comprend le concept d'empathie. Elle comprend les émotions. Elle peut même se montrer chaleureuse, pleurer devant un film, et vous donner l'impression de vous comprendre profondément. Mais alors, que cherche-t-elle vraiment? Commençons par une définition claire. Le narcissisme n'est pas tant un trouble qu'un style de personnalité. Ce style se caractérise par quelques piliers fondamentaux. Un manque d'empathie véritable, ou du moins une empathie très variable et conditionnelle. Un sentiment constant que tout lui est dû, un sentiment de grandeur, une arrogance et un besoin excessif d'admiration et de validation. Au fond, il s'agit d'un égoïsme pathologique. Ces traits de caractère se traduisent ensuite par une série de comportements toxiques dans les relations. La manipulation, le gaslighting, cette technique insidieuse qui vous fait douter de votre propre réalité. Le dénigrement, le rejet de la faute sur les autres, et une incapacité chronique à assumer ses responsabilités. Ajoutez à cela un manque de conscience de soi, des colères explosives, le silence punitif, le retrait affectif et la trahison. Vous imaginez aisément à quel point ces relations sont destructrices. Si l'on creuse encore plus profondément, au cœur du narcissisme, on trouve une personne rongée par une insécurité abyssale et une honte immense. Mais c'est là que réside le paradoxe. Cette vulnérabilité est protégée par une forteresse si impénétrable que même les thérapeutes les plus expérimentés peinent à l'atteindre. Pour une personne ordinaire en relation avec un narcissique, cette honte est constamment activée par des détails imprévisibles. Et dès que ce sentiment de honte est touché, la réaction est une explosion de rage. Vivre avec un narcissique, c'est comme marcher dans un champ de mines. Vous ne savez jamais ce qui va déclencher une crise, une période de silence glacial ou un retrait complet. Et parce qu'il y a aussi des jours normaux, des moments où la personne narcissique, souvent charismatique et socialement habile, se montre charmante et aimante, la confusion s'installe. Les victimes se disent « mais il y a ces bons jours, et ces jours-là, je l'aime vraiment ». C'est cette alternance, cette intermittence entre le bon et le mauvais, qui maintient les gens piégés, confus et épuisés. Le mot « narcissique » est devenu un terme à la mode, souvent mal utilisé. On qualifie de narcissique une personne simplement vaniteuse, qui passe son temps sur les réseaux sociaux. On l'utilise pour décrire un partenaire infidèle, un menteur, ou un patron exigeant. Mais c'est une erreur. Tous ces comportements peuvent exister sans pour autant constituer une personnalité narcissique. Comme le dit l'adage, un sac de farine ne fait pas un gâteau. Pour parler de narcissisme, il faut que toutes les pièces du puzzle soient présentes. Le manque d'empathie, le sentiment de supériorité, la manipulation et tout le reste. L'origine du terme, le mythe de Narcisse, a lui-même été simplifié. Dans la version originale d'Ovide, Narcisse n'était pas seulement un beau jeune homme amoureux de son reflet. Il fut puni pour son arrogance, pour avoir repoussé l'amour d'une nymphe. Sa punition fut d'être condamné à n'aimer que son propre reflet, un amour impossible qui ne lui serait jamais rendu. De désespoir, il finit par se tuer. Le mythe de Narcisse est donc une tragédie, et à leur manière, les personnes narcissiques sont des êtres tragiques, prisonniers de leur propre vide intérieur. Comment repérer un narcissique dans une foule? C'est un jeu de probabilité. Si je devais parier, je chercherais deux types de personnes. D'un côté, la personne la plus charmante, la plus charismatique, celle qui capte toute l'attention, qui est éloquente et séduisante. De l'autre, la personne la plus aigrie, la plus en colère, celle qui se plaint constamment et se positionne en victime. Le premier est un maître de la séduction, lisse comme une anguille, tandis que le second utilise la plainte et la victimisation pour manipuler son entourage. Malheureusement, c'est souvent le premier, le charismatique, qui nous attire irrésistiblement. Une question revient souvent, pourquoi moi? Pourquoi un narcissique m'a-t-il choisi? Et la réponse est contre-intuitive.
Il ne vous a pas choisi parce que vous êtes faible, brisé ou une proie facile. Il vous a choisi parce que vous êtes attirant, parce que vous êtes une excellente source d'approvisionnement. Ce terme, l'approvisionnement narcissique, est central. C'est le carburant dont le narcissique a besoin pour survivre. Cet approvisionnement peut prendre différentes formes. Pour certains, ce sera la beauté physique, pour d'autres l'argent, le statut social, les relations, l'intelligence. Les narcissiques sont comme des missiles à tête chercheuse de statut. Ils choisissent donc des partenaires qui les mettent en valeur, qui les font bien paraître. Si un narcissique vous a choisi, c'est que vous aviez quelque chose de précieux à offrir. Contrairement aux relations saines, qui reposent sur un besoin fondamental d'attachement, de connexion, de mutualité et de compassion, la relation avec un narcissique est transactionnelle. Il n'est pas là pour donner et recevoir de manière équilibrée. Il est là pour prendre. Cet approvisionnement nourrit son insécurité et maintient ses défenses en place. Mais comme toute drogue, l'effet s'estompe. L'approvisionnement devient vite désuet. Le partenaire autrefois si attirant vieillit, la nouveauté disparaît. C'est pourquoi les narcissiques sont souvent infidèles ou changent de partenaire, toujours en quête d'une nouvelle dose de validation. Il existe même un type de narcissique particulièrement trompeur, le narcissique communautaire. Celui-ci tire son approvisionnement non pas en se vantant de ses richesses, mais en jouant le rôle de l'humanitaire, du sauveur, de la personne dévouée au bien des autres. On peut penser à certains chefs de secte, mais aussi, à une échelle plus modeste, à cette personne qui organise des collectes de fonds pour toutes les causes du monde, mais qui, en privé, terrorise son conjoint et ses employés. En France, on pourrait voir en lui une version moderne du Tartuffe de Molière, ce faux dévot qui utilise le masque de la vertu pour manipuler et abuser de la confiance des autres. Le monde du bien-être et du développement personnel est également un terrain fertile pour ce genre de profil. La chose la plus surprenante que font les narcissiques, et que les gens ne voient venir que trop tard, c'est leur capacité à simuler l'empathie. Comme nous le disions, on s'attend à quelqu'un de froid. Alors, quand on rencontre une personne capable de pleurer, de dire « je comprends ce que tu ressens », on baisse sa garde. C'est ce qu'on appelle l'empathie cognitive. Le narcissique comprend intellectuellement votre émotion, mais il ne la ressent pas. La véritable empathie, l'empathie affective, c'est celle qui change le comportement. C'est ne pas vous hurler dessus un jour où vous êtes fragile, simplement parce que c'est inconfortable pour lui. La clé est la constance. Comment cette personne se comporte-t-elle dans VOS mauvais jour? Pourquoi est-il si difficile de quitter une relation narcissique, même quand on sait qu'elle est toxique? La réponse réside souvent dans ce qu'on appelle le lien traumatique. Ce lien, d'une puissance quasi physiologique, est créé par l'alternance entre les bons et les mauvais moments. C'est le même mécanisme qui se met en place chez un enfant maltraité. Pour survivre, l'enfant doit préserver à tout prix son lien avec le parent, même abusif. Il va donc se blâmer, trouver des justifications, créer des récits pour maintenir cette relation essentielle à sa survie. À l'âge adulte, même si notre survie n'est plus en jeu, ce schéma se répète. La peur de l'abandon, la panique à l'idée d'être seul, la pensée que, peut-être que c'est moi le problème, tout cela crée un attachement viscéral. Quand on demande à une personne prise dans un lien traumatique ce qu'elle aime chez son partenaire, elle peine à répondre. Elle dira « je l'aime », mais sera incapable d'articuler des raisons concrètes, contrairement à une personne dans une relation saine qui parlera de complicité, de soutien, de rire partagé. Alors, comment développer des relations saines? Tout commence par un retour à soi. La guérison d'un abus narcissique ne se fait pas en se concentrant sur le narcissique. Comprendre le mécanisme dès la première étape, le module 1. Mais tout le reste du chemin, c'est un travail sur soi. La relation toxique vous a forcé à vous effacer, à devenir ce que l'autre voulait que vous soyez. Guérir, c'est une excavation archéologique. Retrouver les fragments de votre véritable identité, ce qui vous constitue. En cela, la guérison est une quête d'authenticité, un concept cher à la philosophie, notamment existentialiste. C'est apprendre à se présenter au monde tel que l'on est, avec ses forces et ses failles, et comprendre que l'on mérite d'être aimé pour cela. C'est développer ce que l'on appelle la sécurité psychologique dans une relation. Le sentiment de pouvoir être soi-même sans craindre le rejet ou la punition.
Et cette guérison ne se fait jamais seule. Le traumatisme relationnel se guérit en relation. Pas avec le narcissique, bien sûr, mais au sein d'une communauté saine, que ce soit en thérapie, avec des amis de confiance ou dans des groupes de soutien. C'est en expérimentant des relations basées sur le respect, la réciprocité et la bienveillance que l'on répare le modèle brisé. Peut-on être un entrepreneur à succès sans être narcissique? Absolument. La société valorise souvent des traits associés au narcissisme: l'audace, la compétitivité, une confiance en soi inébranlable. Mais le véritable succès n'est pas seulement financier. Le succès, c'est de pouvoir rentrer chez soi le soir et se sentir en paix, dans une relation qui est comme une couverture chaude et réconfortante. C'est de savoir que l'on contribue au monde de manière positive, sans laisser derrière soi un champ de ruines émotionnelles. Un entrepreneur éthique et compatissant mettra peut-être plus de temps à atteindre ses objectifs. Comme planter un verger demande de la patience, mais les fruits qu'il récoltera seront abondants et durables. En fin de compte, la transformation la plus profonde est un retour à soi. Ce n'est pas un changement radical à 180 degrés, mais une réorientation, un réalignement avec la personne que vous êtes vraiment. C'est se voir avec précision et bienveillance, et reconstruire sa vie sur des fondations saines, loin de l'ombre de la manipulation. C'est un chemin difficile, mais qui mène